Bienvenue dans l'exposition Rodin-Bourdelle corps à corps. Nous sommes au musée Bourdelle dans cette exposition qui dure jusqu'au 2 février 2025. C'est une exposition qui propose un face-à-face entre deux grandes figures de la sculpture du début du XXe siècle, Rodin et Bourdelle. Mais c'est une exposition dans laquelle il n'y a pas seulement des sculptures, mais aussi beaucoup de dessins, des photographies. Et l'idée, c'est vraiment de plonger dans des grandes thématiques qui concernent l'œuvre des deux sculpteurs et qui ont marqué aussi plus largement l'histoire de la sculpture du début du XXe siècle. L'exposition est née avec mon arrivée au musée Bourdelle. C'est une exposition que j'ai proposée dès mon arrivée. Il me semblait très important, ici au musée Bourdelle, d'affronter en quelque sorte le monstre Rodin, qui a longtemps été un petit peu caché au musée Bourdelle, dont on ne parlait pas beaucoup. Et déjà, on a un Rodin magnifique dans nos collections, un homme qui marche, et puis surtout les deux hommes ont entretenu des liens extrêmement forts. Bourdelle a été en quelque sorte le disciple de Rodin, on va le voir. Ils avaient 20 ans de différence, et pendant toute la première partie de la carrière de Bourdelle, la présence de Rodin, aussi bien physique, on pourrait dire, c'est-à-dire de son amitié, mais aussi de l'expressivité rodinienne est très marquante dans l'œuvre de Bourdelle. Et puis on voulait vraiment revenir sur le mythe que Bourdelle lui-même a entretenu, qui était qu'après cette période de collaboration, donc après 1908, finalement son œuvre n'aurait plus entretenu aucun lien avec celle de Rodin. Et ce qu'on montre vraiment dans l'exposition, c'est que même si le style de Bourdelle en effet devient propre à Bourdelle, n'a plus tellement de rapport avec l'art de Rodin, eh bien les œuvres des deux artistes dialoguent très bien, même après cette période-là, et on voulait vraiment montrer comment des thématiques communes ont vraiment infusé l'art des deux sculpteurs leur carrière durant. Au départ, la relation entre Rodin et Bourdelle est vraiment professionnelle. Rodin repère une œuvre de Bourdelle au salon, vient le visiter ici dans les anciens ateliers de l'Impasse du Maine, qui est l'actuel musée Bourdelle, et lui propose de tailler des marbres pour lui. C'est vraiment le début de leur relation. Donc au départ, c'est une relation de maître à artisan en quelque sorte, puisqu'il devient son praticien. Le praticien, c'est l'ouvrier qui est chargé de tailler des pierres pour un sculpteur. Et puis progressivement, eh bien, on voit une relation de confiance qui se noue, et surtout Bourdelle qui essaye de se positionner pas seulement comme artisan, collaborateur, mais aussi plus largement de l'aider vraiment, notamment au moment de la jeunesse du Balzac, quand Rodin doute énormément, il l'emmène au musée, il lui propose de faire une étude pour Balzac, et il essaye vraiment de devenir son ami. Et on peut dire qu'au début du XXe siècle, on le voit très bien d'ailleurs dans le ton aussi des lettres de Rodin, et qui commence à l'appeler mon cher ami, que la relation se renforce. Mais ensuite, c'est Bourdelle lui-même qui cesse de rechercher l'amitié de Rodin. Il souhaite vraiment prendre son indépendance et il a compris, comme Brancusi l'a compris aussi, on connaît la célèbre formule un peu mythique « rien ne pousse à l'ombre des grands arbres » que Brancusi aurait dite en sortant de l'atelier de Rodin. Lui aussi cherche à s'en éloigner parce qu'il a l'impression sinon il va toujours rester en quelque sorte dans son ombre. C'était d'ailleurs le sujet d'une magnifique exposition « Oublier Rodin » de Catherine Chevillot au musée d'Orsay. Ici, nous sommes dans la première section de l'exposition, Bourdelle praticien de Rodin, dans laquelle nous abordons la période de collaboration entre les deux artistes, entre 1893 et 1907, 15 années durant lesquelles, très ponctuellement, Bourdelle taille des marbres et des pierres pour Rodin. Parce que un des mythes véhiculés à propos de Bourdelle, c'est qu'il a été l'élève de Rodin. Déjà, c'est une question, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question, cette notion d'élève de Rodin de manière plus large, mais alors encore plus concernant Bourdelle, dans la mesure où il a taillé seulement une dizaine de marbres pour Rodin pendant ces 15 années, donc finalement c'est très peu, et toujours dans ses propres ateliers. Donc on a des photographies dans l'exposition, un peu plus loin sur ce mur, sur lesquels on voit très bien l'Ève de Rodin, dont on va parler plus tard, au milieu des propres œuvres de Bourdelle. C'est d'ailleurs ce qui explique que Bourdelle met autant de temps à rendre ses travaux de taille pour Rodin. Il priorise évidemment ses propres commandes et notamment le monument aux combattants de Montauban, qui est le grand monument aux morts de la guerre de 1870, qui se trouve actuellement encore
à Montauban. Donc ici, on explore vraiment la question de la matière, de la matérialité. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur et c'est surtout un intérêt commun des deux hommes. Alors, ce qui est un peu étonnant pour ceux qui ne connaissent pas très bien la sculpture, c'est que Rodin ne taillait pas lui-même ses marbres et ses pierres. Alors, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas le faire, c'est parce que ça ne l'intéressait pas. C'était vraiment quelqu'un qui était un modeleur. Donc, dans le fait de modeler une matière souple, évidemment, il y a quelque chose de rapide qu'aimait énormément Rodin, tandis qu'à contrario, la taille, c'est quelque chose de très fastidieux. Et ce qu'on imagine peu, c'est que les praticiens les plus expérimentés ne faisaient que eux-mêmes terminer, ce qu'on appelle terminer la taille, c'est-à-dire faire vraiment les finitions, la dernière étape, et sous-traitaient eux-mêmes à d'autres praticiens plus techniques, un metteur au point notamment, ou alors un simple praticien qui dégrossit différentes étapes. Donc en fait, la taille, c'est une étape extrêmement longue qui commence à cette période-là par ce qu'on appelle la mise au point. Et c'est ce qu'on montre dans ces œuvres, on montre vraiment ce processus. Et on propose une confrontation entre le plâtre qui sort des ateliers de Rodin, qui est livré ici, tel quel. Alors ici, ce qui est livré dans le cas du masque de Rosebeuret, c'est uniquement le masque. Et on livre également aux praticiens le bloc à tailler. Ici, c'est un marbre. Ce qui est intéressant dans le cas de ce buste de Rosebeuret, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est le masque qui est livré à Bourdelle et le bloc. Et Rodin donne comme consigne à Bourdelle de faire émerger la tête du bloc. Cette esthétique d'un visage assez lisse et assez fini qui sort d'une sorte de gang de marbre, c'est vraiment l'esthétique rodinienne par excellence. C'est ce qui fait la célébrité de Rodin, aussi sa marque de fabrique. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que Rodin demande à ses praticiens de terminer les chairs en premier, et ensuite, lui-même décide du moment où le bloc est suffisamment dégrossi, où l'effet en fait de contraste entre des chairs extrêmement lisses et le bloc qui porte des marques du praticien, justement des marques d'outils, est suffisamment parlant. Donc, contrairement à ce qu'on pense, Rodin n'abandonne pas complètement cette étape de la taille, il la suit de très près, et ça on le voit dans la correspondance, et les praticiens valident avec lui le degré d'achèvement du bloc. Ici, Bourdelle est un petit peu désarçonné de recevoir ce masque et ce bloc, et il essaie en quelque sorte de lier le masque et le bloc, et il fait une proposition à Rodin qui est de placer un voile sur le visage de Rosebeuret, comme si elle était en quelque sorte une vestale, et il envoie cela à Rodin qui lui répond très sèchement qu'il ne lui a pas demandé de composer, qu'il veut juste que le visage émerge du bloc, c'est tout. Donc là, on voit les tensions, on est en 1902, on voit les tensions qui commencent à apparaître entre le praticien, dans les yeux de Rodin, c'est encore un praticien, et en tout cas il travaille pour cela, il est payé pour cela, et Bourdelle qui essaye en quelque sorte d'intervenir dans l'acte créateur. Donc c'est la raison pour laquelle on a vraiment développé cette partie autour du buste de Rosebeuret. On a aussi le magnifique buste d'Eve Fairfax et puis d'autres œuvres un peu plus loin dans la section. Ici, nous sommes en présence du buste d'Eve Fairfax, dont il existe plusieurs versions en pierre d'ailleurs, et celle-ci est taillée par Bourdelle pour Rodin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit donc le plâtre qui a été livré à Bourdelle et qui sert toujours de référence dans ce processus de la taille par mise au point. Et ici, on a tous les éléments techniques de la taille par mise au point. Alors, on utilise ce qu'on appelle une machine à mettre au point ou un pantographe de sculpteur qui se fixe par 3 points et matérialisé par des clous que vous voyez ici. Il y a toujours 2 clous en bas aux 2 extrémités, un clou sur le point le plus haut ici sur la tête, et donc c'est en quelque sorte un cadre, et ensuite vous avez un bras articulé avec une aiguille qui vient prendre une mesure sur chaque point de la sculpture et qui ensuite va être reporté sur le bloc à tailler. C'est la raison pour laquelle sur le bloc à tailler vous retrouvez vos 3 points fixes, sinon les mesures ne peuvent pas être les bonnes, et ensuite on va repérer sur le bloc à tailler et percer de la bonne profondeur le bloc à tailler. Donc ici on voit bien sur le plâtre tous les points qui ont été pris, puisque le praticien, quand il prend son point, il fait une indication, ça peut être un point, ça peut être une croix, pour se souvenir qu'il a déjà reporté ce point. Donc c'est la raison pour laquelle, pour un certain nombre de plâtres, vous allez voir tout ce système de petits points, de croix, ça veut dire qu'ils ont toujours servi à la taille d'une pierre.
sculpture est le grand chef-d'œuvre de l'exposition. C'est un prêt exceptionnel de la Nicarlsberg Glyptothek de Copenhague et c'est aussi l'œuvre la plus ambitieuse taillée par Bourdelle pour Rodin. Rodin donc décide de réaliser en grande taille cette sculpture qui était destinée à être placée d'un côté de la porte de l'enfer. Donc il y avait Adam et Ève et il en confie la taille à Bourdelle. Alors comme il n'y a pas de commande, en quelque sorte, c'est pas pressé et Bourdelle joue beaucoup là-dessus et met finalement 15 années à rendre l'œuvre à Rodin. Mais tout au long de sa correspondance, il le rassure, lui disant qu'il avance, etc. En fait, il s'y met relativement tard, mais c'est vraiment une œuvre qu'il investit énormément. Il veut être digne de la confiance de Rodin et pour cette œuvre, il va vraiment rentrer dans la logique de Rodin, et notamment dans le traitement des chairs, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas lui qui fait toutes les premières étapes de dégrossissage, les étapes très techniques. En revanche, quand il arrive à environ 2 mm de la surface définitive, là, c'est lui qui prend le relais et il travaille notamment à la lumière de la lampe à gaz de nuit. Ça, c'est un truc de sculpteur bien connu pour terminer les chairs, si on veut un effet presque illusionniste de la chair. Et donc là, il utilise cette technique, il appelle cela serrer les chairs. Ça veut dire à la fois être dans cette tension du muscle sous-jacent et aussi dans la sensualité de l'épiderme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un illusionnisme parfait. Quand vous regardez de près, il y a encore quelques traces d'outils très légères, ce qu'on appelle de la gradine, donc c'est des traces un peu, si vous voulez, de petits râteaux, donc des traces parallèles. Et donc finalement, c'est optiquement, l'illusion se fait quand on est à bonne distance, à peu près là moi où je me trouve par rapport à la sculpture, et on a vraiment cet effet enveloppant, très sensuel. Et évidemment, c'est pas du tout une esthétique qui est celle de Bourdelle. Et d'ailleurs, à aucun moment ça a été la sienne. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que en se plongeant dans cet effet de la chair, si on veut dire rodinien, cette sensualité, ce qu'on appelle le modelé rodinien aussi, c'est-à-dire une conception extrêmement tournoyante autour de la sculpture, Bourdelle comprend que s'il suit cette voie, il ne sera qu'un suiveur sans intérêt, en tout cas toujours moins fort que Rodin lui-même. Et donc lui, à partir de ce moment-là, il va réfléchir à des sculptures qui naissent de l'intérieur, qui émergent comme ça de l'intérieur de la figure, de l'intérieur du bloc, et un sens de la structure qui l'intéresse particulièrement et qui, à partir de ce moment-là, vont faire sa marque de fabrique. Ici, nous sommes devant une sculpture d'Antoine Bourdelle qui s'appelle Le Poète et qu'on a longtemps appelé le jour et la nuit pour des raisons évidentes. Vous voyez ce jeune homme solaire, les yeux tournés vers le ciel et derrière cette figure inquiétante de la nuit qui semble l'agripper, donc avec un thème évidemment très symboliste. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans une des rares œuvres de Bourdelle dans lesquelles on sent vraiment la patte rodinienne. Donc évidemment là vous reconnaissez cette esthétique du poli pour les chairs de ce visage et de ce cou incroyable et le contraste avec la chemise irrégulière de marbre qui n'est pas complètement dégrossie, donc en quelque sorte il y a la peau de marbre qui reste dans l'encolure de cette chemise et puis aussi cette figure de la nuit qui a encore elle aussi sa gangue de marbre et on voit les traces d'outils aussi qui sont extrêmement présentes. C'est un très très beau marbre dans lequel on voit toute la maîtrise de Bourdelle dans la taille du marbre et vraiment on va reconnaître en quelque sorte des éléments rodiniens, donc à la fois ce contraste mais aussi le fait de laisser les points de basement dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous les voyez ici et là, ces trous visibles. Ce qui est intéressant dans ces marbres sous influence rodinienne, c'est qu'on a souvent dit que la gangue de marbre rappelait la nature, le bloc, la montagne, etc. Alors qu'en réalité, vous avez des traces d'outils, vous avez des traces techniques. Et ça, c'est vraiment une des nouveautés rodiniennes, c'est de garder ces traces justement des artisans qui ont travaillé sur le bloc, en quelque sorte de la main humaine au travail en train de se faire et c'est vraiment toute la modernité de Rodin, je
je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on l'apprécie autant encore aujourd'hui. Et puis Bourdelle choisit ce titre du poète. Comme vous le savez peut-être, le poète c'était le titre du penseur à l'origine, Dante méditant sur la détresse humaine au sommet de la porte de l'enfer. Et évidemment, quand Bourdelle baptise son œuvre Le Poète en 1901, tout le monde pense immédiatement à l'œuvre de Rodin. Mais il en fait autre chose, Bourdelle, déjà, et notamment, vous voyez ce cou qui est totalement disproportionné par rapport à la tête de ce jeune homme, qui est absolument énorme, et on voit déjà ce sens de la structure, cette puissance aussi qui caractérise l'art de Bourdelle. Ici, nous sommes dans la salle intitulée Affinités électives, dans laquelle nous confrontons en quelque sorte les collections respectives de Bourdelle de ce côté et de Rodin de cet autre côté. Pour nous, c'était très important de montrer que l'amitié des deux hommes a pour socle en quelque sorte des admirations communes. Ils ont vraiment des goûts communs à la fois pour la sculpture médiévale, et ça c'est très présent. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont pensé coécrire un ouvrage sur les cathédrales de France que finalement Rodin rédige seul. Et puis aussi, c'est un intérêt pour l'art oriental. On a notamment des bois de chars hindous, des masques japonais. Évidemment, Rodin a davantage de moyens que Bourdelle, et donc les œuvres de sa collection coûtent plus cher et sont souvent plus remarquables, mais on va vraiment trouver dans les deux collections des échos, et tous deux ont énormément collectionné, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et puis, très intéressant, on a la même œuvre dans les collections respectives de Rodin et de Bourdelle, et ces œuvres sont liées en quelque sorte. Donc ce sont ces Apollons de Théra. L'Apollon de Théra, c'est en fait un kouros grec archaïque dont Rodin avait vu des exemplaires en Allemagne lors de son voyage, et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, l'œuvre l'obsède et il cherche à en obtenir des moulages par divers canaux, tant et si bien que Rodin finit par obtenir 3 moulages de l'Apollon de Théra. Évidemment, que va-t-il faire de ces 3 moulages? Eh bien, il va en garder un et donner les autres. Et l'on sait que l'un d'entre eux a été donné à Bourdelle, c'est celui-là, tandis que lui-même a gardé 7 exemplaires dans sa collection. Alors déjà, vous pouvez voir l'état légèrement différent des 2 moulages. Donc, on dit pour aller vite moulage, mais en fait le bon terme c'est une épreuve en plâtre. Donc on moule en quelque sorte l'original dont on tire un plâtre. C'est du plâtre qui n'est pas patiné, qui est brut en quelque sorte. Et nous avons la philosophie de garder les œuvres, on va dire, avec la patine du temps, l'usure, etc. parce que c'est ce que voulait Bourdelle lui-même. Tandis qu'évidemment, le musée Rodin a restauré l'œuvre du mieux qu'il a pu. Et donc, on a ce magnifique Apollon de Théra blanc. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que cet art archaïque grec, il a intéressé les 2 artistes. On a vraiment, notamment chez Bourdelle, cet intérêt pour la synthèse archaïque, la synthèse à la fois de la musculature, mais aussi des traits du visage, et notamment le traitement des yeux en amande qu'on va retrouver dans de très très nombreuses œuvres de Bourdelle. On poursuit notre parcours dans vraiment le corps de l'exposition, c'est-à-dire vraiment le face-à-face des 2 œuvres au moment où Bourdelle commence à prendre son indépendance. Et il raconte au soir de sa vie que l'œuvre clé de cette indépendance est Apollon, qu'il appelle à ce moment-là Apollon au combat, et en quelque sorte il romance la genèse de cette œuvre pour expliquer son éloignement d'avec l'art de Rodin. Ce qui est intéressant, c'est que la réalité est un tout petit peu plus complexe et en réalité liée à Rodin, notamment avec ce masque qui est dans les collections du musée Rodin et que Bourdelle offre à Rodin. Car la genèse d'Apollon commence comme une œuvre de Rodin, c'est-à-dire un masque en terre est oublié dans l'atelier, retrouvé quelques années plus tard par Bourdelle. Et évidemment, si vous laissez la terre dans un atelier qui n'est pas très bien chauffé, qui est sensible aux variations d'humidité et de température, eh bien cette terre va se craqueler. Et donc, il retrouve le masque craquelé. Et comme Rodin l'avait fait des années plus tôt
avec le torse du Saint Jean-Baptiste qu'il retrouve dans son atelier et qu'il utilise pour l'homme qui marche, eh bien Bourdelle trouve qu'en quelque sorte ces craquelures apportent un supplément d'âme à ce visage modelé d'après un modèle italien qui à ce moment-là n'avait pas particulièrement intéressé, et donc ces craquelures l'inspirent pour le thème de l'œuvre qu'il baptise Apollon. Pourquoi Apollon? Puisqu'il veut vraiment rendre hommage à la double nature du dieu, à la fois solaire et inquiétante, vengeresse, voire cruelle. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi a-t-il pensé à cette double nature? D'un côté, en fait, la terre a très bien séché et quasiment pas craquelé. Ici, c'est un tirage en plâtre, bien sûr. Et de l'autre côté, au contraire, elle a énormément craquelé. Donc ce contraste, en fait, ce double visage, vous pouvez en quelque sorte couper le visage en deux et vous aurez d'un côté le visage lisse, la nature solaire, et de l'autre côté la nature inquiétante, vengeresse, martiale d'Apollon. Ensuite, Bourdelle décide de monter ce masque sur une base très cubisante. Donc là, on voit très bien la distance qui est prise à l'égard de l'art de Rodin. On est entre 1909 et 1911, donc ce sont vraiment les débuts de la sculpture cubiste. Et donc, il réalise cette base totalement irrégulière. Et derrière le visage, derrière la tête, on a ces sortes de pans coupés très étonnants, comme une trépanation à l'arrière du crâne d'Apollon. Et pourquoi, selon lui, c'est un manifeste de son éloignement, en dehors évidemment de cet aspect cubisant de la base, eh bien c'est cette structure, ce côté extrêmement droit, hiératique du masque d'Apollon, et aussi le fait de toujours s'attacher à un sujet. Comme vous le savez peut-être, les œuvres de Rodin souvent ont des sujets mouvants qui ont été souvent donnés par des critiques, des amis de Rodin. Et finalement, le sujet dans une œuvre de Rodin, il n'est pas crucial. On est avant tout touché par la force plastique qui émane d'une position, aussi évidemment du traitement anatomique de Rodin. Tandis que chez Bourdelle, en fait, le sujet, comme je viens de vous le raconter avec Apollon, a vraiment toute son importance. Et sans le sujet, on manque toujours un peu de clés pour comprendre l'œuvre. Et évidemment, vous avez ce surgissement qui est vraiment caractéristique aussi de l'art de Bourdelle. Ici, nous sommes dans la salle consacrée au fragment. Le fragment, c'est vraiment la grande conquête de Rodin. Rodin est vraiment le premier sculpteur à considérer le fragment comme une œuvre définitive. En soi, le fragment, finalement, entoure la vie de tout sculpteur, puisque dans l'atelier, pour mouler une œuvre, on est obligé de la couper, de couper les membres, notamment le torse, les bras, les jambes, la tête. Et donc, finalement, tout sculpteur de tout temps vit avec des fragments autour de lui. Mais Rodin érige ce fragment en œuvre, les expose, et considère que dans cette force expressive du fragment, il y a vraiment matière à créer. Et vraiment, notamment dans le torse, c'est vraiment quelque chose qui est ensuite une lame de fond de la sculpture du XXe siècle, puisque finalement, ce torse devient en quelque sorte l'essence de l'être. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas être le cerveau ou la tête, mais finalement le tronc d'où tous les membres sortent, et qui est en quelque sorte le centre de commandement, si vous voulez, techniquement, anatomiquement en tout cas, d'une figure humaine. Et notamment, il condense toute la force vitale d'une figure, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une figure masculine ou d'une figure féminine. Et donc Rodin, ici vous avez le magnifique torse de l'ombre, qui en réalité est le torse de l'Adam, qui devient ensuite celui des ombres. Et vous voyez toute cette puissance, en effet, sans bras, sans tête, finalement sans sujet. Le torse parvient à une plénitude. Évidemment, l'exemple qui est derrière tous ces torses, c'est le torse du Belvédère, des collections vaticanes, qui est le seul antique célèbre à ne jamais avoir été complété. On dit que même Michel-Ange aurait refusé de compléter ce torse, qui est aussi extrêmement musculeux, extrêmement puissant. Donc effectivement, quand on a un torse puissant avec une torsion, on pense toujours un petit peu au torse du Belvédère. Et ce qui est aussi intéressant dans ce torse de l'ombre, vous voyez, c'est la découpe qui est en haut du torse, puisqu'en fait, ceci est une découpe technique du mouleur. C'est le mouleur lui-même qui a décidé de découper comme cela la tête, et Rodin garde cela. Ce qui est très intéressant dans cette découpe, c'est que finalement, on aperçoit aussi l'intérieur de l'œuvre. Et donc, il y a un jeu
entre l'enveloppe extérieure, l'intérieur, cette perméabilité aussi, les creux, les pleins, la lumière, l'ombre, et vraiment toute cette dichotomie plastique qui est vraiment tout à fait passionnante précisément dans ce torse de l'ombre. Il est entouré de deux œuvres, l'une de Bourdelle qui est le torse du grand guerrier et l'autre qui est ce magnifique torse de l'homme qui marche de Rodin, et derrière moi vous apercevez le torse du centaure. Alors en quelque sorte là on a un petit peu joué avec la vérité historique dans le sens où on présente des œuvres de Rodin qu'il considérait comme des œuvres définitives et des œuvres de Bourdelle qui, elles, sont toujours restées dans l'atelier, puisque Bourdelle n'a jamais exposé un torse comme une œuvre définitive. Alors, pour aller vite, on pourrait se dire, bon, alors l'un est moderne et l'autre ne l'est pas. En réalité, la modernité, c'est tellement plus complexe qu'une question de fragments ou de ce que nous, on s'imagine aujourd'hui être la modernité. Bourdelle, il travaille toujours avec le corps en entier parce qu'il considère qu'en quelque sorte l'architecture du corps est parfaite. Et cela lui permet aussi d'insérer des questions de plein, de vide dans ses compositions et de tension plus qu'avec des fragments. En tout cas, ce qui est intéressant ici dans ce torse magnifique du centaure, c'est qu'on voit vraiment la déformation anatomique qui caractérise l'art de Bourdelle. Ici, donc, c'est donc un torse qui est censé émerger d'un corps de cheval, puisque c'est un centaure, et vous voyez qu'il a en quelque sorte quelques vertèbres en trop. Donc évidemment c'est un être hybride imaginaire, donc entre guillemets Bourdelle peut faire ce qu'il veut, mais ce qui est très intéressant c'est qu'en quelque sorte on est presque, quand on regarde des détails, dans quelque chose d'abstrait et dans une sorte d'exercice avec des vertèbres qui se superposent, le tout formant une sorte de tronc qui émerge comme ça extrêmement puissant, et vraiment ce dos du centaure est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de la sculpture du début du XXe. Nous sommes dans la salle consacrée au socle, que nous avons baptisé le pouvoir du socle, pour montrer comment cette question du socle, de la présentation de la sculpture, est un élément vraiment structurant à la fois pour Bourdelle et pour Rodin, mais dans des voies totalement différentes. Rodin s'intéresse avant tout à la hauteur de présentation de ses œuvres. Vous savez peut-être que pour les bourgeois de Calais, il avait proposé à la ville de Calais de les présenter au ras du sol ou alors extrêmement haut, mais surtout pas en quelque sorte comme un monument classique. Et finalement, la ville n'a pas accepté ces propositions extrêmement radicales de Rodin. Mais notamment dans le fait de poser l'œuvre à même le sol, il y a un changement total qui s'opère et surtout un aspect environnemental, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, nous, le regardeur, nous sommes au milieu de l'œuvre et ça c'est vraiment une réflexion de Rodin qui va ensuite avoir une survivance très longue dans la sculpture du XXe siècle. Et puis Rodin procède également énormément à des assemblages. Alors il le fait au quotidien dans l'atelier où il aime assembler deux éléments d'œuvres différentes, souvent d'ailleurs avec une différence d'échelle, et de cette différence d'échelle, de ce contraste, naît quelque chose d'intéressant, de frappant, d'inattendu, qui intéresse beaucoup Rodin. Il va aussi associer des colonnes à des sculptures. Ici, nous présentons ce magnifique buste de Marie Fenaille au sommet d'une colonne. On voit que ce qui intéresse Rodin, c'est à la fois d'utiliser cette colonne beaucoup trop haute. On voit qu'il a rajouté de la hauteur à la colonne. C'est plus du tout une proportion de colonne antique. Et tout en haut, il a placé le buste de Marie Fenaille qui prend une toute autre dimension, qui nous domine complètement. Et on a un corps hybride vraiment étrange qui crée vraiment un effet tout à fait impressionnant. Et la sculpture nous domine, nous regarde. Et cela permet aussi de faire ressortir particulièrement notamment la beauté de ce cou de Marie Fenaille, de la courbe de ce cou. Bourdelle s'intéresse lui beaucoup plus au socle en tant que tel, plus qu'à l'assemblage comme Rodin. Lui, il va vraiment considérer qu'il faut créer une œuvre avec son socle, et c'est vraiment le premier dans l'histoire de la sculpture à le faire. Notamment ici, on le voit avec ce Messislas Goldberg, le critique, est placé dans le prolongement d'une colonne terme, en quelque sorte. Ça reprend la formule des termes antiques, ces termes qui marquaient les limites de propriété dans la Rome antique. Et on voit très bien comment ce torse jaillit de ce terme, et donc il met cette tête aussi extrêmement penchée dans une intériorité tout à fait intéressante. Et Bourdelle travaille aussi notamment son emblématique Pénélope en la plaçant sur un chapiteau stylisé. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il inverse en quelque sorte la formule
de la colonne et de son chapiteau, puisque le chapiteau est en dessous et sert de support à sa Pénélope colonne en quelque sorte, puisque les plis de la tunique évoquent les cannelures d'une colonne, et évidemment cette figure s'anime et a aussi une sensualité qui lui fait prendre vie. Vraiment cet intérêt pour le socle et cette conception du socle avec l'œuvre, c'est quelque chose évidemment qui va beaucoup marquer les jeunes générations, et notamment quelqu'un comme Constantin Brancusi qui lui va aller franchir un pas de plus en considérant vraiment lui le socle comme une œuvre, et aussi évidemment Giacometti qui lui va utiliser le socle pour en quelque sorte mettre à distance ses portraits, ses têtes, et aussi ses figures en pied, et ce qu'on sait peut-être pas, c'est que Giacometti a été l'élève de Bourdelle à l'Académie de la Grande Chaumière. C'est pas du tout quelque chose dont il a beaucoup parlé, mais l'enseignement qu'il a reçu pendant quelques mois a forcément eu un petit impact sur son art, puisque l'œuvre de Giacometti, même si plastiquement elle est très différente de celle de Bourdelle, a vraiment des problématiques communes avec l'art de Bourdelle, notamment cette question du socle, et dialogue très très bien avec l'œuvre de Bourdelle. Donc on a aussi ponctué l'exposition de quelques œuvres de Giacometti. Nous sommes ici dans une section intitulée La porte et le mur, qui est consacrée au rapport très différent que Rodin et Bourdelle entretenaient avec la sculpture architecturale. Ce sont vraiment deux visions radicalement opposées qu'ont les deux artistes, et on le montre à travers la célébrissime Porte de l'Enfer de Rodin et le presque non moins célèbre Théâtre des Champs-Élysées de Bourdelle. Ici, ce que l'on voit dans la Porte de l'Enfer, c'est que pour Rodin, dans cette conception de la Porte de l'Enfer, qui au départ est une porte destinée au musée des arts décoratifs, donc une véritable porte en quelque sorte, progressivement, au fil des différentes études, ici c'est une étude que vous ne connaissez peut-être pas mais qui est vraiment intéressante, dans laquelle on voit qu'on a encore une forme de structure à l'intérieur de la porte qui forme presque une croix d'ailleurs, et puis progressivement Rodin va décloisonner tout ce peuple grouillant. On voit vraiment toutes ces figures donc, qui illustrent les cercles de l'enfer de Dante jaillir en quelque sorte de l'intérieur de la porte comme un peuple qui se génère lui-même et qui semble se démultiplier à l'infini. Et en quelque sorte, le plan de la porte est nié au profit de tout ce peuple sculpté qui le dévore. Et ici, on présente deux très beaux bas-reliefs latéraux de la porte de l'enfer. On voit bien cette différence entre des parties qui sont en très bas relief, d'autres en très haut relief, et un jeu avec le cadre sur lequel les figures débordent, notamment le voit ce petit enfant tout en bas. On connaît l'importance de la porte de l'enfer pour l'œuvre de Rodin, à quel point cette porte a servi de réservoir de forme, qu'il a agrandi de très nombreuses figures, et en quelque sorte, c'est une porte qui est anti-architecturale, on pourrait le dire. Alors que pour Bourdelle, quand on lui demande de finaliser cette façade du Théâtre des Champs-Élysées à partir de 1910, le projet du Théâtre des Champs-Élysées est en quelque sorte au point mort. Les frères Perret ont été chargés de réaliser le projet, mais le comité souhaite que Bourdelle ajoute des éléments classicisants dans cette façade. En quelque sorte, les frères Perret ont fait un projet trop radical, trop moderne. Et donc Bourdelle finalise les dessins de cette façade en mettant notamment des pilastres et en ordonnançant en fait la façade, notamment par des baies. Il pense aussi à introduire cette grande frise en partie haute et des bas-reliefs en partie basse. Ici, on est vraiment dans une alliance de la sculpture et de l'architecture qui sont vraiment pensées comme l'une au service de l'autre, ou plus exactement la sculpture au service de l'architecture, ce qui ne nie rien d'ailleurs à son importance, parce que quand on regarde la façade du théâtre, la sculpture prend aussi toute sa place. Elle peut aussi jouer avec le cadre, mais elle est en bas-relief, elle se place comme ça dans le plan du mur, et de ce travail de synthèse aussi qu'opère Bourdelle, parce qu'en fait, plastiquement, c'est un travail extrêmement radical. On le voit avec la muse qu'on a placée juste à côté. On voit très bien le degré extrêmement poussé de simplification qu'opère Bourdelle et aussi de déformation anatomique pour que, en gros, cette muse rentre dans un grand rectangle d'où émerge seulement la tête. Et
puis on va retrouver aussi l'intérêt de Bourdelle évidemment pour ses thématiques grecques et antiques avec évidemment ces muses qui convergent toutes vers Apollon, le dieu des arts, et des allégories, notamment de la musique, de la tragédie, en partie basse. Ici, on a vraiment une œuvre d'art totale, si on peut dire, c'est-à-dire une conception profondément unitaire de la sculpture et de l'architecture qui diffère profondément de celle de Rodin. On poursuit cette réflexion sur la sculpture monumentale avec les monuments en tant que tels. Alors c'est toujours une gageure de présenter dans une exposition des œuvres monumentales. On a vraiment ici essayé de montrer comment l'approche des deux sculpteurs, là encore, est radicalement différente, même si leurs œuvres, finalement, dialoguent plutôt très bien. Ici, c'est le projet de monument à la France de Bourdelle, qui était un monument pour la Pointe de Grave en Gironde, un monument qui était consacré à l'amitié franco-américaine et qui devait saluer côté français la Statue de la Liberté de Bartholdi de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une œuvre qui est vraiment monumentale, qui devait faire 13 mètres de haut, qui finalement en fait 9, qui reste colossal même. Bourdelle, il est vraiment reconnu comme le sculpteur du colossal. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit vraiment sa réflexion sur les différentes tailles, parce que vous ne pouvez pas commencer par modeler et par créer une sculpture de taille monumentale. Il faut commencer évidemment par des esquisses, par des projets qui déjà convainquent le commanditaire de valider votre intention. Et bien sûr, cela permet aussi progressivement de simplifier les formes. Donc on a cette France qui évidemment sous les traits d'Athéna, on reconnaît tous les attributs d'Athéna dans cette figure, et dont le bras placé au-dessus de la tête évoque, dit Bourdelle, un chapiteau, et évidemment, c'est aussi une figure de vigie qui guette l'arrivée des Américains venus aider la France pendant la Première Guerre mondiale. On est sur une sculpture qui est presque égyptisante dans sa synthèse formelle et avec ce chignon incroyable. C'est pour ça qu'on a placé la tête définitive de profil qui vient en quelque sorte contrebalancer ce visage extrêmement long et extrêmement puissant. Et à chaque étape d'agrandissement, donc l'agrandissement il se fait de manière mécanique, c'est-à-dire avec un report de points dont on a parlé tout à l'heure pour la taille avec mise au point, mais Bourdelle retravaille toujours et simplifie à chaque étape d'agrandissement ces sculptures. On voit qu'il n'y a quasiment plus aucun détail dans l'œuvre définitive, ce qui permet vraiment son efficacité, parce qu'une sculpture colossale, elle doit pouvoir être comprise de très très loin quand on l'aperçoit en quelque sorte dans la skyline. C'est le cas des grandes sculptures colossales, c'est pour ça que les sculptures de Bartholdi sont tellement emblématiques, et c'est le cas également des sculptures de Bourdelle. Pour le monument à Balzac, qui est le grand monument réalisé par Rodin, Rodin n'a pas fait tant de monuments publics que cela. Eh bien, Rodin réfléchit à sa figure de Balzac dans une dimension en fait relativement petite. Ici, vous avez finalement le projet définitif de Rodin. C'est le moment où il trouve cette formule incroyable du Balzac enveloppé dans sa robe de chambre qui lui permet en quelque sorte de s'extraire d'un costume contemporain. C'est toujours le problème de la sculpture monumentale. Si vous représentez un personnage célèbre, c'est est-ce qu'on doit le représenter dans le costume de l'époque, ce qui date évidemment toujours une sculpture et ce qui enlève toujours aussi un petit peu, il faut bien le dire, au côté héroïque. Un choix pourrait être de le mettre évidemment en toge ou en habit antique, mais évidemment pour Rodin, il n'en est pas question. Et donc il parvient à trouver en quelque sorte cette via médiane de cette robe de chambre dont Balzac s'enveloppait quand il écrivait la nuit. Et d'ailleurs il n'a même pas enfilé la manche. Ce qui est très intéressant, c'est que ça lui permet en quelque sorte de faire de sa figure un roc qui émerge, et c'est vraiment cela qui va à la fois frapper les contemporains et les défenseurs de ce monument dont fait partie Bourdelle. Bourdelle a vraiment énormément défendu le Balzac lorsqu'il a été présenté au Salon. Il fait partie des comités de soutien qui se développent à ce moment-là pour défendre l'œuvre de Rodin, qui est refusée par son commanditaire, la Société des gens de lettres. Rodin, c'est pas vraiment un sculpteur du monumental. Donc finalement, il va réaliser cette version du Balzac qui ensuite va être agrandie mécaniquement, mais en fait, il ne retouche pas l'agrandissement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il a anticipé en quelque sorte l'effet monumental et la perte de détails
par les techniques de l'agrandissement. Et ça, on le montre dans la vitrine qui est à côté, où vous verrez la taille qui a été réalisée par Rodin et ensuite l'agrandissement mécanique qui correspond à la taille de l'œuvre définitive. Et comme je vous le disais, ce monument à Balzac qui évoque un roc, qui a un côté presque abstrait, fascine totalement les contemporains. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la magnifique exposition autour de la robe de chambre qui est en ce moment au musée Rodin. Et évidemment, Bourdelle lui-même avait conscience de cet effet, puisque quand il visite dans les Alpes l'aiguille du Chaillol, il achète la carte postale qui évoque, selon lui, le Balzac de Rodin. En fait, c'est une pierre verticale à grands pans taillés dans laquelle il reconnaît la forme du Balzac de Rodin. Et c'est vrai que la ressemblance est relativement frappante. Et Bourdelle en envoie des cartes postales à plusieurs de ses amis pour dire « Voilà le Balzac de Rodin, je l'ai retrouvé, il est dans les Alpes, à la pointe du Chaillol ». Ici, nous sommes dans la dernière grande section de l'exposition, intitulée « Hybridation et métamorphose ». Dans cette section, on a vraiment voulu montrer à la fois des sculptures, mais peut-être plus inattendues, beaucoup de dessins. Le dessin, c'est vraiment un intérêt commun de Bourdelle et de Rodin, et pour les deux artistes, un pan de leur création en tant que tel. Ce ne sont pas juste des dessins entre guillemets de sculpteurs, c'est-à-dire utilitaire pour la sculpture, mais pour les deux, ce pan du dessin a fait l'objet d'une création totalement autonome. Et dans le cas de Bourdelle, je ne connais pas exactement le profil des journées de Rodin, mais dans le cas de Bourdelle, il se levait à 4 heures du matin et commençait par dessiner plusieurs heures avant même de prendre son petit déjeuner. Donc c'était vraiment une pratique quotidienne. Et Rodin savait que Bourdelle était un fervent dessinateur et Bourdelle a exprimé son intérêt pour les dessins de Rodin à tel point que quand Rodin a cherché un critique pour écrire sur ses dessins et ne trouvait pas une plume qui le satisfasse, eh bien il a demandé à Bourdelle d'écrire sur ses dessins en 1907 à l'occasion d'une exposition dans une galerie. Bourdelle a consulté un maximum de dessins de Rodin, s'est vraiment immergé dans sa pratique du dessin, a même forger des catégories et un terme, le terme de dessin noir, qui est encore aujourd'hui employé pour ce corpus d'œuvres de Rodin. Rodin a vraiment apprécié ce travail à sa juste valeur et lui a donné de nombreux dessins, ce qui explique qu'aujourd'hui, dans les collections du musée Bourdelle, on est ce très bel ensemble de dessins de Rodin. Ici, nous sommes devant des dessins de Bourdelle. Bourdelle aimait beaucoup dessiner, alors souvent il y a une base au graphite ou à l'encre, et ensuite c'est aquarellé, avec des couleurs toujours très sensibles, très belles, notamment des bleus extrêmement variés. Ici, un bleu assez clair et ici un gris bleu vraiment très poétique. Et notamment, il s'est beaucoup intéressé à la figure du centaure, comme en sculpture en quelque sorte. À partir des années 1910, la figure du centaure est vraiment considérée par Bourdelle comme son double artistique, avec cette dualité entre le côté terrien du centaure, donc le cheval, et le côté aérien en quelque sorte, c'est-à-dire le corps humain, l'esprit. L'esprit et la matière, évidemment, c'est très extrêmement aristotélicien comme vision, et c'est d'ailleurs une vision qui était très répandue en cette fin du 19e siècle. Et Bourdelle dessine donc à l'envie des centaures sans jamais les exposer. D'ailleurs, c'est vraiment pour lui qu'il fait cela, qui très souvent d'ailleurs ont un côté extrêmement spirituel justement. Lui, ça va pas être le côté presque sauvage, instinctif du centaure qui va l'intéresser, mais au contraire cette élévation qu'il évidemment rapproche de sa propre propension au spirituel. Et on le voit, des figures extrêmement poétiques, mais avec une sensualité toujours très tendre chez Bourdelle, notamment avec ses amours de centaure. Donc on n'est pas dans des scènes de viol, de prédation, comme on va pouvoir trouver notamment chez Rodin, mais chez de nombreux artistes. Là, c'est vraiment une vision du centaure qui correspond plus à un monde vraiment très spirituel en fait, en lien avec l'univers entier. Voilà, il y a vraiment cette idée d'englober tout l'univers. Donc ici, on a quelques exemples de dessins de centaures. Et puis la mythologie, comme on l'a déjà dit, intéresse énormément de manière plus large Bourdelle.
Bourdelle, et il traite aussi d'autres sujets comme ici ce magnifique pommier abandonné qui est en fait en quelque sorte une Daphné, sauf que là c'est la création du pommier et pas la création du laurier. Donc en quelque sorte on a un arrière-plan mythologique, on a les métamorphoses en arrière-plan, mais il en fait totalement autre chose et on le voit avec des couleurs absolument magnifiques qui caractérisent vraiment l'œuvre graphique de Bourdelle. De l'autre côté, on a placé cet ensemble de planches tirées de l'album Goupil de Rodin qui correspond à des dessins qui résonnent avec la thématique de la porte de l'enfer, mais qui sont beaucoup autour des thèmes de centaures et de la mythologie, avec, on voit, une atmosphère extrêmement sombre, noire, entre guillemets presque barbare, qu'on trouve dans ces dessins de Rodin, et voilà, ce thème du centaure qui est traité, lui, de manière extrêmement martiale, qui est en quelque sorte l'aspect bestial, avant même la civilisation, qui intéresse particulièrement Rodin. C'est en fait un aspect pulsionnel du centaure qu'on va moins trouver dans l'œuvre de Bourdelle. Nous sommes dans l'épilogue de l'exposition qu'on a appelé L'homme qui marche, des hommes qui marchent, autour de cette figure emblématique de la sculpture qu'est L'homme qui marche de Rodin, emblématique à plusieurs titres évidemment, puisque c'est une œuvre dans laquelle on va retrouver le fragment. On retrouve également les stigmates, en quelque sorte, de cette œuvre retrouvée craquelée et que Rodin a employée telle quelle. On va retrouver l'assemblage, avec un assemblage de torse et de jambes qui, au départ, ne fonctionnent pas ensemble. Et Rodin garde les marques, en fait, de cet assemblage visible. Et puis, cette vision emblématique d'un homme qui marche, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un Saint Jean-Baptiste qui devient un homme qui marche en perdant sa tête et ses bras, en quelque sorte. Pour Rodin, on accède ainsi à une valeur universelle de cet homme qui marche, alors même qu'on n'est pas du tout dans une précision photographique, parce que je vous mets au défi de marcher avec les deux pieds ancré dans le sol. C'est aussi ce qui fait l'efficacité plastique de cette sculpture, qui est évidemment un des grands chefs-d'œuvre de la sculpture occidentale. On voulait montrer vraiment la survivance et à quel point cette figure a été en quelque sorte dans l'ADN de tous les sculpteurs qui ont suivi, et notamment des sculpteurs qui nous intéressent, donc de Bourdelle, qui a fait un autoportrait sans bras dans lequel le mouvement de la marche est esquissé. À la même époque, son ami Henri Matisse, qui travaille la sculpture avec Bourdelle dans ses ateliers, réalise également le cerf, qui engage aussi ce mouvement de la marche, mais de manière à la fois il a les jambes ouvertes, mais en même temps il est très statique. Et puis on ouvre sur les deux élèves les plus célèbres d'Antoine Bourdelle, Germaine Richier, avec un homme qui marche presque en décomposition, tout à fait étonnant, et enfin Giacometti, avec l'homme traversant une place, avec cette mise à distance incroyable et vibrante de l'art de Giacometti. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. Vous êtes évidemment invité à venir voir l'exposition jusqu'au 2 février. L'exposition ensuite aura une deuxième étape au musée de Roubaix et une troisième à l'été au musée de Montauban. Quant au musée Bourdelle, notre prochaine grande exposition à la fin de l'année 2025 sera consacrée à la grande artiste polonaise du XXe siècle, Magdalena Abakanowicz.